Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un sujet absolument central pour quiconque pense à faire son alia ou vient de la faire, la fiscalité en Israël. Il y a un avantage financier énorme qui est en train de complètement changer et il faut absolument comprendre ce qui se passe. Allez, on décortique tout ça. C'est une phrase très forte et c'est vrai, l'alia, c'est souvent le rêve de toute une vie. Mais au-delà du rêve, il y a la réalité. Et cette réalité, elle a longtemps été adoucie par une promesse économique, une promesse très, très puissante. Parce que, soyons clairs, un projet de vie comme celui-là, ça se prépare. Et la fiscalité a toujours été pensée comme un coup de pouce pour faciliter le grand saut. Et au cœur de cette promesse, il y a ce chiffre. Un chiffre que tous les Olim connaissent par cœur, 10 ans. 10 ans. C'est la durée de l'exonération fiscale sur tous les revenus qui viennent de l'étranger. C'est vraiment l'avantage phare, celui qui a fait la différence pour des milliers de Olim Hadashim. Alors, attention, quand on dit avantage, c'est presque un euphémisme. Regardez bien l'étendue du truc. On parle d'une exonération totale, que ce soit des revenus passifs, genre des loyers ou des dividendes, ou des revenus actifs, comme un salaire ou les bénéfices d'une boîte à l'étranger, tout y passe, même les plus-values. Mais le vrai game changer, c'était le dernier point, la dispense de déclaration. C'est ça qui était incroyable. Non seulement on ne payait pas d'impôts, mais on n'avait même pas besoin de dire au fisc israélien que ces revenus existaient. C'est ce combo impôt zéro et déclaration zéro qui rendait le système israélien complètement unique au monde. Et voilà, le grand tournant. Tout ce qu'on vient de décrire, cette période un peu dorée, de l'exonération discrète, silencieuse, c'est en train de se terminer. Fini. Le monde a changé, les pressions internationales pour plus de transparence financière sont énormes, et Israël est obligé de s'aligner. L'automaticité et la discrétion, c'est du passé. Alors, pour comprendre les nouvelles règles du jeu, il y a une expression hébraïque qu'il faut absolument absolument maîtriser. C'est le concept clé sur lequel tout repose maintenant. Ce concept, c'est le Merkaz Achaim, littéralement le centre de vie. Le Merkaz Achaim, qu'est-ce que c'est concrètement ? Oubliez les papiers d'identité, les passeports, ça c'est de l'administratif. Le fisc, lui, s'intéresse aux faits. Ils veulent savoir où se trouve réellement le centre des intérêts vitaux d'une personne. C'est un peu comme chercher le véritable centre de gravité de la vie de quelqu'un, c'est là que tout se joue. Et pour trouver ce fameux centre de gravité, les inspecteurs du fisc deviennent de vrais détectives. Ils regardent tout un faisceau d'indices. L'endroit où se trouve le domicile permanent, évidemment, mais aussi, et c'est crucial, là où vit la famille, le conjoint, les enfants. Où sont les intérêts économiques principaux, les comptes en banque, l'activité pro, et même la vie sociale, les clubs, les associations. Alors oui, on entend souvent parler de la règle des 133 jours passés en Israël. C'est un indicateur important, bien sûr, mais attention, ce n'est pas une règle absolue. C'est vraiment la somme de tous ces éléments qui va convaincre ou pas l'administration fiscale. Bon, tout ça peut paraître un peu théorique. Alors, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Une histoire, un cas pratique qui montre très bien les risques qui existent aujourd'hui. Imaginons une personne, appelons-la Sarah. En 2018, elle fait son alia depuis la France. Tout se passe bien, sa période d'exonération de 10 ans commence à courir. Puis, en 2021, opportunité de carrière, elle doit retourner à Paris pour une mission de 2 ans. En 2023, mission terminée, elle revient s'installer pour de bon en Israël. Alors la question qui se pose, c'est à son retour, est-ce qu'il lui reste bien 7 ans d'exonération ? Le calcul semble simple, non ? 10 ans au total, moins les 3 premières années, ça fait 7. Logique. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Eh bien la réponse est pas forcément. Et c'est là que ça devient piégeux. Le fisc israélien pourrait tout à fait considérer que pendant ces 2 années à Paris, son Merkaz Haïm, son centre de vie, était de retour en France. Et si c'est le cas, ça peut être vu comme une rupture dans sa résidence fiscale israélienne. Or, une rupture de continuité, ça peut coûter très cher. Le compteur des 10 ans, lui, ne s'arrête jamais de tourner. Face à ce genre de risque, une chose est sûre, on ne peut plus se permettre d'attendre et de voir. La passivité, c'est fini. Il faut être proactif. Heureusement, il y a des démarches, des outils pour bétonner son statut et ne pas avoir de mauvaises surprises. Voyons ces solutions concrètes. Il y en a 3 principales. Premièrement, dès qu'on arrive, il faut demander le Masloul Yarok. C'est un document officiel qui fixe la date de début de la résidence fiscale. C'est la première brique. Deuxièmement, et ça c'est un conseil en or, chaque année, demandez un certificat de résidence fiscale, un Ishur Toshavut. Ça ne coûte rien et ça permet de construire année après année un dossier en béton qui prouve la résidence. Et enfin, troisième option pour les cas un peu plus compliqués, le tax ruling. Là, on demande directement au fisc de statuer sur une situation personnelle. Leur décision est contraignante, c'est la sécurité absolue. Et maintenant, on arrive au changement le plus
radical, le plus important, celui qui va concerner absolument tous les nouveaux immigrants, sans exception. On bascule vraiment dans une nouvelle ère, celle de la transparence. Ce tableau résume tout. C'est le avant et le après. Regardez bien. L'exonération d'impôts, elle, reste. Ça, c'est la bonne nouvelle. On ne payera toujours pas d'impôts sur les revenus étrangers pendant 10 ans. Mais, et c'est un mais énorme, l'obligation de déclaration devient la norme. Avant, c'était exonération et pas de déclaration. Demain, ce sera exonération mais déclaration obligatoire. Le grand changement, il est là. Alors, en pratique, cette déclaration obligatoire, ça change quoi ? Eh bien, ça change beaucoup de choses. L'avantage fiscal est là, mais la discrétion, elle, disparaît. Concrètement, les banques israéliennes vont être beaucoup plus vigilantes. Pour un gros virement de l'étranger, elles pourront demander une preuve que tout a été déclaré en bonne et due forme. Ça clarifie aussi le statut de l'OLA, qui est désormais pleinement intégré dans le système fiscal. Et enfin, ça permet à Israël de jouer le jeu de la coopération internationale en échangeant les informations fiscales avec d'autres pays, comme le demande l'OCDE. En gros, c'est la fin du flou. La conclusion, elle est simple et sans appel. L'âge d'or de la discrétion fiscale pour les nouveaux immigrants, c'est terminé, révolu. L'époque où l'on pouvait profiter de l'exonération sans jamais avoir à parler au fisc israélien, c'est du passé. Israël reste un pays fiscalement attractif, bien sûr, mais les règles du jeu ne sont plus les mêmes. L'anticipation et la planification, ce ne sont plus des options, c'est devenu obligatoire. Et voilà qui clôt notre tour d'horizon. La question finale n'est pas de savoir si ces changements sont bons ou mauvais, ils sont là. La vraie question, c'est est-on préparé pour cette nouvelle ère de transparence ? Qu'on soit déjà en Israël ou qu'on prépare activement son départ, une chose est sûre, ignorer ces nouvelles règles, ce serait une erreur. Une bonne préparation, c'est vraiment la clé pour que le projet d'Aliyah reste ce qu'il doit être, un rêve qui se réalise et non un casse-tête fiscal.